Début ce lundi, sous la présidence de Félix Tshisekedi de la 21e conférence des chefs d'État et de gouvernement, plusieurs hôtes de marque séjournent à Kinshasa pour évoquer le bon fonctionnement des institutions de cette organisation sous-régionale. L'aile droite du bâtiment historique de l'ONATRA a été touchée par les feux dans la nuit du dimanche à lundi. Plusieurs pertes de matériel sont signalées et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances qui ont causé l'incendie. À Goma, la population continue de réclamer le départ de la MONUSCO. Après les femmes la semaine dernière, c'est toute la ville qui s'est mobilisée pour dénoncer l'inefficacité de la mission onusienne. Ce lundi, toutes les activités ont tourné au ralenti. C'est également ce lundi que le gouvernement devrait prendre des mesures contre les stations-service en situation d'irrégularité. Le binôme Boudimbu et Mwabilou réagit à une recommandation du chef de l'État qui veut remettre de l'ordre dans ce secteur. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est ce lundi que Kinshasa accueille la 21e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi préside cette réunion en présence de plusieurs invités de marque. Après Kintele au Congo-Brazzaville, où se sont tenus en janvier 2022 les travaux de la session ordinaire qui ont abouti à l'investissement de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par les différents chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, c'est au tour de Kinshasa d'abriter la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la RDC, à travers son président, va une fois de plus faire entendre sa voix à l'international. Au total, 11 délégations sont attendues en terre congolaise pour participer à cette conférence qui aura lieu dans ces chapiteaux aménagés à la cité de l'organisation de l'Union africaine. Parmi les premiers participants à arriver dans la capitale congolaise ce dimanche figurent le président du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby, et le premier ministre du Gabon, Madame Rose Christiane Oussouka. Aussitôt arrivé, le président du Tchad a été reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Le tête-à-tête entre les deux chefs d'État a duré près d'une heure, mais aucune déclaration n'a été faite à la presse. L'objectif général de cette 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Ce sommet a été précédé des réunions préparatoires qui ont eu lieu à Kinshasa du 15 au 23 juillet courant. Toutes les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, suite à un appel des mouvements citoyens et structures de défense de la société civile. Les Gomatraciens sont en train de réclamer les départs de la mission onusienne de la MONUSCO, entendez là, parce que jusque-là, inefficace sur terrain. Les routes ont été barricadées. Bien avant, la semaine dernière, les femmes s'étaient livrées à ce même exercice. Notre correspondant dans la région, Pacheco Kavundama. C'est depuis tôt lundi matin à Goma que les artères principales de la ville ont été barricadées. Et pour cause, les mouvements citoyens et groupes de pression ont organisé une journée ville morte pour demander le départ de la MONUSCO. On était donc impérieux que nous puissions lancer un message à la face du monde et nous laissons tout d'accord avec la MONUSCO, raison pour laquelle vous avez vu les messages tels que nous l'avons lancé et ça a été suivi par la population. C'est la population qui est en train de manifester son opposition à la présence de la MONUSCO qui a failli à ses missions et qui semble maintenant complice dans les malheurs des Congolais, parce qu'il n'est pas admissible qu'aujourd'hui la mission des Nations Unies puisse dire à la face du monde que les FARDC ne sont pas à mesure de battre la petite rébellion du M23, alors que en 2013 nous avons vaincu le M23 avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda. Mais aujourd'hui nous sommes en train de dénoncer cela. C'est la population congolaise qui est en train de dénoncer cela, parce qu'il est inadmissible
qu'aujourd'hui même, il y a l'embargo reconduit par les Nations Unies, alors que nous savons bien que nous sommes en guerre. La veille, le maire de la ville de Goma avait lancé un communiqué demandant à toute la population de sa juridiction d'évacuer librement à ses occupations, chose qui n'a pas été suivie malheureusement. L'agression rwandaise que la République démocratique du Congo a décidé d'affronter sur plusieurs angles, notamment diplomatiques, médiatiques, à côté de l'axe sécuritaire, bénéficie également de l'attention des hommes d'église. Depuis quelques semaines, ils ont multiplié des actions, des cultes et bientôt ils ont réclamé, ils ont donné un ultimatum carrément à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour son implication afin de voir clair dans cette situation, à défaut de quoi ils enverront les fidèles dans la rue. Récit. La religion, comme la SAP, c'est un peu l'ADN du Congolais. Depuis les débuts de la crise, les hommes d'église ne cessent de pousser, réclamer un retour de la paix. Pour ce faire, des cultes, parfois en association avec des politiciens ou même les hommes en uniforme, se sont multipliés ces dernières semaines dans le pays. Avant l'interdiction du port des insignes militaires par le gouvernement, certains pasteurs se sont même illustrés en treillis sur la chair pour plus de pratique. À défaut de la visite annoncée du pape dans le pays qui aurait été entre autres une véritable aubaine pour dénoncer la guerre que subit la RDC, des pasteurs responsables des très grandes communautés ont signé un mémorandum, un ultimatum d'une semaine au secrétaire général de l'ONU. Barouti, Kankienza, Sonika Foutin, Kwim Coutinho et les autres accusent les grandes puissances et les multinationales d'être à la base de la déstabilisation de tous les régimes politiques en RDC depuis 1960. D'après eux, la guerre dans l'Est est voulue et programmée comme moyen de politique étrangère des États voisins, un comportement injuste, méprisant et un manque de considération dénigrant l'existence du peuple congolais. Le pasteur exige une convocation d'un conseil de sécurité extraordinaire pour statuer sur la situation de l'agression, les manœuvres ougandaises, mais aussi les refus de la levée de l'embargo sur les achats d'armes en faveur de la RDC, faute de quoi ils demanderont aux croyants d'aller dans la rue. En RDC, une très grande majorité de la population se revendique chrétien et les hommes des dieux ont logiquement une très grande influence sur la population et les opinions. Très souvent, catholiques ou protestants ont joué un rôle participatif ou décisif dans la politique active, que ce soit sous Mobutu, Kabila ou même Tshisekedi plus récemment. L'emblématique bâtiment de l'Onatra, Kinshasa-Gombe, près de la place de la gare centrale, s'est réveillé dans les flammes ce matin. Le feu a conquis pratiquement toute l'aile droite du bâtiment. Le directeur général de la Société commerciale des ports et transports que nous avons tenté de joindre ce matin n'a pas pu nous donner des réactions évidentes. Il faudra attendre jusqu'à la fin de l'enquête, nous a-t-il signalé. Mais Moïse Tchamala était dans les environs et a recueilli quand même les émotions vers l'aurore. C'est un incendie fantôme qui s'est produit au bâtiment de l'ex-Onatra. Selon les voisins de cet immeuble, cet incendie s'était déclenché autour des minuit et 1h du matin. Le bâtiment a brûlé plus de 3 heures avant que les véhicules anti-incendie n'arrivent. Sur place, sapeurs-pompiers, la police, les agents et cadres de l'Onatra, tous n'arrivent pas à cerner les points de départ de l'incendie. Vous savez, ce bâtiment a été construit depuis quelle année? Dans les années 50. Tous ces années-là, 50 là, jusqu'à présent. Je crois bien que le bâtiment totalise au moins à peu près dans 72 ans. On n'a jamais connu à des fois de tel incendie. Ça m'étonne. Pourquoi après 72 ans 72 ans de l'existence de ces bâtiments ici, qu'aujourd'hui il y a l'incendie. On n'a jamais connu. Frustration, inquiétude sont les mots qui animent les visages des personnes après l'incendie. C'est une entreprise nationale, donc elle ne relève pas de la compétence de l'Assemblée provinciale. Je suis venu en tant qu'élu comprendre qu'est-ce qui est arrivé à mes électeurs, qu'est-ce qui est arrivé à leur outil de travail. C'est important, ça va avoir des conséquences sans nul doute sur la vie de l'entreprise. Peut-être que demain, certains vont se retrouver sur la paille parce que l'entreprise aura fermé toute cette partie. L'entreprise se trouve bien des années déjà engluée dans des graves problèmes de fonctionnement. Ajouté à cela, les agents, désespérément, ont appelé à une réaction rapide des autorités.
Dossier de la rédaction à présent. Le gouvernement congolais a décidé depuis la semaine dernière de mettre fin au désordre qui règne dans les secteurs des hydrocarbures, notamment avec les stations-service qui sont en prolifération en ce moment à Kinshasa. Les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, et celui des hydrocarbures se sont réunis et ont décidé de lancer à partir de ce lundi un travail de contrôle et des fermetures des stations qui ne sont pas en règle, dont certaines ont construit sur des servitudes de l'État. L'opération qui devait commencer aujourd'hui a attiré l'attention de Crispin Chibinkoufoua. C'est en principe, c'est lundi 25 juillet 2022 que les contrôles de conformité des stations-service et autres entrepôts de produits pétroliers devaient commencer selon la grande annonce faite le week-end dernier par le ministre des hydrocarbures et son collègue de l'urbanisme et habitat. Didier Boudimbu et Pius Mwabilou disaient répondre aux instructions directes données par les chefs de l'État lors du 62e Conseil des ministres. Félix Tshisekedi veut en tout cas mettre fin une bonne fois pour toutes à ces désordres qui risquent de causer des dégâts énormes. L'implantation de ces stations-service s'est fait au mépris des risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. D'autres stations sont d'ailleurs construites en dessous des câbles haute tension, au-dessus des grands collecteurs d'eau ou même sur les chemins de fer. Les propriétaires de la plupart de ces stations passent outre tous les préalables énormes, basculant ainsi dans une anarchie sans nom. Pour Didier Boudimbu, la fermeture de ces bombes à retardement est non négociable. On ne va pas appliquer la loi avec complaisance. Il y en aura qui vont crier, certes, mais on va s'assumer. Et je le dis encore, il y a des stations actuellement qui sont en train de fonctionner, qui n'ont aucun permis. Il y a des stations qui sont construites à côté des habitations et nous ne pouvons plus continuer à supporter ça et accepter ça. À la question de savoir sur base de quels critères ces stations ont-elles obtenu l'autorisation de construire ou même de fonctionner, la réponse du ministre Mwabilou est un tout petit peu surprenante. Une chose que la population ne connaît pas. Dans ce pays, le ministre ne signe pas le permis de construire. Ces permis-là fusent de partout. Aujourd'hui, il y a même les gens qui se permettent de construire uniquement avec un récépissé fourni par un agent d'une commune et qui se permettent d'aller directement construire. Le secteur des hydrocarbures étant régi par la loi de 2015 et les décrets de 2016, les deux membres du gouvernement Sama iront-ils jusqu'au bout de leur logique? La réponse dans quelques jours. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce vendredi sur les contentieux électoraux qui régnaient dans les provinces de la Mongala, de Maniema et de la Chopo, une décision qui a été accueillie avec joie dans les rues de Kindu. La ville de Kindu a vibré sur les rythmes d'une liesse populaire au lendemain du prononcé de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Maniema. Dans sa décision, la haute juridiction de la RDC a ordonné à la CENI d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente qui a confirmé l'élection du Tiké Hubert Kindanda et Djouma Bernard comme gouverneur et vice-gouverneur élus. Satisfait de cette décision, la population du Maniema et les militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée, ont inondé les grandes artères de la ville pour célébrer les nouveaux leaders de la province. Par rapport à l'arrêt qui a été rendu hier par la Cour constitutionnelle, il y a bien dit des droits, qui a recadré des droits qui étaient bafoués par les conseils d'État, mais on vient de redorer l'image de la justice congolaise. Nous disons, vivez à la démocratie, vivez à l'état des droits congolais, vivez à l'Union sacrée. Par la même occasion, la population du Maniema a tenu à remercier les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour la matérialisation de l'état des droits dans la province, permettant ainsi de mettre fin au régime intérimaire. La présidente de l'ONG Mwasi à Congo, Brigitte Kikoufi, s'oppose aux propos tenus par l'ancien président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Il s'agit d'après elle des propos diffamatoires censés saper l'autorité du président de la République. Elle a annoncé par ailleurs une tournée de sensibilisation des actions de Félix Tshisekedi à travers le pays.
L'ONG Moissia Congo qualifie d'immature le point de presse de l'honorable Jean-Marc Kabund, lequel est porté que des propos déstabilisateurs en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en vue de satisfaire ses alliés potentiels. Honorable Jean-Marc Kabund, vous êtes et vous resterez à jamais gravé dans la mémoire collective des Congolais comme l'acteur principal pour le rôle pionnier que vous avez joué dans le cadre de l'accord FCC-CACH. L'ONG Moissia Congo conclut que vous êtes le seul responsable du retard constaté dans la matérialisation de la vision politique du chef de l'État pendant les 2 premières années de son mandat. Vous venez d'être un metteur en scène talentueux lors de la construction de l'Union sacrée de la nation, de la majorité parlementaire et de la mise en place de l'actuel gouvernement. Et aujourd'hui, dites-nous, par quelle alchimie qualifierez-vous les uns des justiciables et les autres des incompétents? Et vous-même, de quel côté êtes-vous? Au regard de tout ce qui procède, et pour contrer tous les propos déstabilisateurs de la vision politique du chef de l'État et soigner son image de marque, l'ONG Moissia Congo décrète ce jour à travers les 26 provinces, y compris la ville de Kinshasa, la croisade d'informations sur les réalisations et les difficultés rencontrées depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce jour. Nouvelle tournée africaine d'Emmanuel Macron, le président de la République française, la toute première depuis sa réélection cette année. L'Élysée a annoncé que le président de la République se rendra tour à tour au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Une première depuis son élection en 2017. Emmanuel Macron ne s'était encore jamais rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Le président français entame donc sa tournée par le Cameroun où il restera jusqu'à ce mardi 26 juillet. Il se rendra ensuite au Bénin, un pays que l'Élysée juge de plus en plus connecté aux problématiques sahéliennes. Le chef de l'État français terminera par la Guinée-Bissau le 29 juillet. Le pays vient de prendre la présidence tournante de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ces déplacements en Afrique, le premier depuis la réélection d'Emmanuel Macron en avril, aura notamment pour thème la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux des productions agricoles et les questions sécuritaires, selon la présidence. L'Élysée veut d'abord mettre en avant l'initiative Farm, lancée fin mars avec l'Union européenne, le G7 et l'Union africaine. Elle a pour objectif de doper la production agricole dans un contexte mondial d'insécurité alimentaire et faire du Cameroun un exemple avec la perspective d'investissement français. L'armée malienne confirme avoir déjoué un attentat terroriste qui visait le camp militaire hier dimanche au centre du pays, un événement qui arrive 2 jours après l'attaque qui a subi la ville de garnison de Katia aux portes de Bamako par des terroristes. Forces armées maliennes viennent une fois de plus de déjouer une tentative d'attaque du camp garde national du Mali à Sévaré dans la matinée de dimanche 24 juillet 2022 vers 5h40. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé. La situation est sous contrôle, a assuré un haut cadre de la garde nationale. Cette attaque intervient 2 jours après celle de Kati au cœur de l'appareil militaire malien, revendiquée par le djihadiste affilié à Al-Qaïda. Cette attaque suicide commise avec 2 camions piégés a tué au moins un soldat malien, fait 6 blessés dont un civil tandis que 7 assaillants ont été neutralisés et 8 autres arrêtés. Des hommes armés identifiés par l'armée comme membres de la Katiba avaient attaqué de postes de contrôle, garderies, camps militaires, notamment dans la localité de Kolokani, à une centaine de kilomètres au nord de Bamako. C'est la première fois depuis 2012 que 2 attaques aussi coordonnées se déroulent si près de la capitale. L'armée malienne a intensifié ses opérations anti-djihadistes depuis quelques mois, en s'appuyant sur ce qu'elle présente comme des instructeurs russes présents au Mali depuis début 2021, selon le diplomate occidentaux.
Les corps de 17 personnes, apparemment de nationalité haïtienne, ont été retrouvés sans vie. 25 autres ont été secourus en mer lors d'une opération de sauvetage en tentant de rejoindre la Floride. Selon les autorités bahénéennes, le bateau a chaviré face à une mer agitée et contenait environ 60 personnes à son bord, dont un enfant parmi les victimes. Ici est de noter que les traversées maritimes depuis Haïti se sont multipliées au cours de l'année écoulée, alors que nombreux des habitants de l'île cherchent à fuir la pauvreté et les violences en se dirigeant vers la Floride. Après sa nomination dans la soirée du 19 juillet comme membre de la Recording Academy, la légende de la musique africaine, Lokwa Kanza a, au cours d'une récente interview, exprimé son vœu de voir les artistes congolais suivre de pas ses pas en travaillant davantage pour accéder à ces genres d'événements. C'est une reconnaissance à son métier, en même temps une bonne chose pour notre culture et notre pays. Lokwa Kanza espère que son intégration dans cette prestigieuse structure organisatrice du Grammy Award va inspirer beaucoup de jeunes à travailler d'arrache-pied pour profiter de telles distinctions et même remporter des Grammy Awards. Âgé de 64 ans, figure iconique de la musique africaine, la légende Lokwa Kanza fera partie de l'Académie nationale des arts et des sciences de l'enregistrement aux États-Unis, une très grande communauté des professionnels de la musique qui votent au Grammy Award. Par ailleurs, la star congolaise précise que sa tâche au sein de l'Académie nationale des arts lors de la sélection de meilleures œuvres pour la prochaine édition sera, comme tous les autres membres, de donner son avis par rapport à la qualité des œuvres qui leur seront soumises. Né, les Grammy Awards sont des récompenses créées en 1958 par l'Académie nationale des arts et des sciences de l'enregistrement des États-Unis, dont la 65e édition des Grammy aura lieu le 5 février 2023 à Los Angeles à la Crypto.com Arena. En sport, c'est ce lundi que sera donné le go de la 26e édition des championnats nationaux de karaté à Kisangani. Plusieurs provinces sont déjà arrivées sur les lieux de la compétition en beach volley. Les portes de la CAN, dames et messieurs, seront ouvertes ce lundi également à Agadir au Maroc. On va commencer notre panorama sportif avec Christian Bokaya. Vous l'avez compris, on parlera aussi des matchs amicaux de certains clubs européens qui ont marqué ce week-end, notamment le classique FC Barcelone, Real Madrid. Christian Bokaya est prié de me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Et voici, bonjour Christopher, merci. CAN Beach Volley 2022, le go sera donné ce lundi, je l'ai annoncé. C'est la ville d'Agadir au Maroc qui va bien évidemment accueillir ces hostilités de beach volley du 25 juillet au 1er août 2022. La délégation congolaise va rejoindre le royaume chérifien, j'allais dire. C'est mardi, ce sera aux alentours de 6h heure de Kinshasa. La RDC va aligner 2 paires dans la version masculine, mais également dans la version féminine. Nous espérons que les fauves congolais qui se sont très bien préparés vont valablement représenter le pays dans cette Coupe d'Afrique des Nations de beach volley. Championnat national de karaté Kisangani accueille la 26e édition. Tous les ingrédients sont déjà réunis pour la fête nationale de karaté à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Ces championnats nationaux seront précédés d'une série de séminaires pour athlètes et officiels afin d'officier et combattre selon les règles. 15 provinces sont attendues, bien évidemment, à Kisangani pour participer à ces championnats nationaux lors de la dernière édition. C'est bien la province de Bukavu qui avait gagné le plus de médailles. Football, Lupopo a un nouvel entraîneur. Il s'appelle Magasuba Mohamed, le nouvel entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo, qui va diriger bien évidemment le banc de Lumpa pendant 3 saisons. Les techniciens maliens retrouvent le banc de Viette 30 ans après, soit depuis son départ en 2002. Il devra permettre à Lupopo de faire une bonne figure sur le continent, mais également en championnat national de la Vodacom Ligue 1 après plusieurs semaines de rumeurs. L'annonce officielle de la signature de Magasuba a été faite hier par le président de coordination Jacques Kaboula Katoué au cours de l'Assemblée générale ordinaire du FC Saint-Éloi Lupopo. Il faut rappeler que Magasuba remplace à ce poste Christian Braconi, et celui qui a permis bien évidemment à Lupopo de retrouver la Coupe de la Confédération de la CAF 6 ans après. CHAN 2023, la RDC va affronter en amical le Congo, Brazzaville, d'heureuse mémoire ce 27 juillet.
En prévision de cette rencontre amicale internationale, les locaux affûtent sans relâche les armes au stade de martyrs de la Pentecôte. Sous la houlette d'Otis Ngoma Kondi, la séance d'hier était scindée en deux parties. La première était axée sur un travail athlétique intermittent et la seconde partie était basée essentiellement sur la tactique. L'objectif de cette série de travail est de définir la zone de presse, mais aussi améliorer les sorties de balles collectives. Exclu du groupe pour avoir quitté le lieu du rassemblement aux heures tardives, et Bungassim a réintégré la tanière après avoir présenté ses excuses au staff technique. CAN féminine, enfin l'Afrique du Sud soulève son premier sacre. La 6e fois était la bonne pour les Banyana d'Afrique du Sud qui ont renversé samedi en finale le Maroc sur le score de 2-1. L'Afrique du Sud a pu soulever ce premier sacre grâce au doublé de Hilda Magaya sous les yeux horrifiés de supporters marocains. Nombreux dans les gradins, Maroc dans l'ensemble en tout cas n'a été ridicule puisqu'il est le premier pays arabe à atteindre la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations féminines et avait réussi à écarter en demi-finale le Nigeria, tenant du titre. L'Afrique du Sud est bien sûr qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en Nouvelle-Zélande et en Australie. Petite parenthèse peut-être pour ma culture générale, vous venez de m'apprendre que l'équipe féminine c'est les Banyana et l'équipe masculine c'est les Bafana. Bien évidemment. Merci beaucoup Christian Bokaya. En Europe, pour terminer, les clubs effectuent les derniers réglages avant de se lancer pour la saison qui pointe déjà à l'horizon. Il faut dire que ces clubs organisent déjà des matchs tests et c'est chaud. Christopher Ochokoum. Les matchs de gala. Bien évidemment, le match de gala. Le Blaugrana annonce déjà les couleurs de la saison qui pointe à l'horizon. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont battu en classico, en amical, le Real Madrid. Comme on peut bien voir sur ces belles images, c'était bien sûr sur le score étriqué d'1-0 à Las Vegas aux États-Unis. L'unique réalisation de ce match porte la signature de la nouvelle recrue Rafinha à la 27e minute, profitant d'une relance complètement ratée d'Eder Militao dans la surface des vérités. Dans l'autre match amical, Manchester City a battu petitement le Bayern Munich et c'est grâce à la nouvelle recrue Haaland. Cette rencontre a été perturbée par un orage. Il faut signaler que c'est la deuxième victoire en amical pour les Citizens. De son côté, Arsenal a écrasé les Blues de Chelsea 4-0. L'autre victoire en amical, c'est bien celle du Paris Saint-Germain face aux Uara Reds du Japon. Mbappé, Messi et Neymar annoncent leur détermination pour la saison qui pointe à l'horizon. Le Parisien qui court toujours derrière leur premier trophée de la Ligue des Champions européens. Les Parisiens qui sont d'ailleurs en train de livrer un autre match en ce moment même. Ouais. J'ai vu un score de 6 buts déjà, 6 buts à 1, quelque chose comme ça. On assiste, ce sont des matchs, des galas qui ne représentent pratiquement des galas, mais ça fait peur. Aucun intérêt. Puisque le Real Madrid a trébuché, il ne faut pas jouer avec ces matchs de galas puisque ça dit beaucoup sur la saison qui pointe à l'horizon. En même temps, il s'agissait de son tout premier match de la saison, de la pré-saison, oui. Contrairement au Barça qui s'était déjà entraîné bien plus tôt. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochokoum. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Début ce lundi, sous la présidence de Félix Tshisekedi de la 21e conférence des chefs d'État et de gouvernement, plusieurs hôtes de marque séjournent à Kinshasa pour évoquer le bon fonctionnement des institutions de cette organisation sous-régionale. L'aile droite du bâtiment historique de l'ONATRA a été touchée par le feu dans la nuit du dimanche à lundi. Plusieurs pertes matérielles sont signalées et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances qui ont causé l'incendie. À Goma, la population continue de réclamer le départ de la MONUSCO. Après les femmes, la semaine dernière, c'est toute la ville qui s'est mobilisée pour dénoncer l'inefficacité de la mission onusienne ce lundi. Toutes les activités ont tourné au ralenti. Vous avez également suivi le dossier de la rédaction. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures contre les stations-service en situation d'irrégularité. Les binômes Boudimbu et Mwabilou réagissent à une recommandation du chef de l'État qui veut remettre de l'ordre dans ces secteurs. Dans un instant, la revue de presse et exceptionnellement ce lundi avec Amina Bayombo.
Amina Bayombo va nous rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, bonjour à tous nos téléspectateurs et merci. Je ne vous avais personnellement encore jamais croisé à la revue de presse. C'est vrai que vous le faites, mais avec d'autres présentateurs. C'est lundi, c'est votre tour. Et vous avez pris comme grande actualité le sommet, bien sûr, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Tout à fait, Christopher. Au total, 11 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEEAC sont attendus à Kinshasa, en tout cas, sauf imprévu depuis hier dimanche, précise le site en ligne 7sur7.cd, pour participer au sommet qui aura lieu dans un chapiteau aménagé à la Cité de l'Union africaine. Parmi les premières personnalités qui ont donc foulé le sol congolais, il y a le président du Tchad, Idriss Déby, qui a été reçu à la Cité de l'Union africaine justement par son homologue Félix Tshisekedi. Le Rwanda, lui, s'est fait représenter par un ministre. Mais la grande question, Christopher, c'est pour quels enjeux régionaux tous ces sommets? Eh bien, le site Adiak Congo, qui transcrit de manière plus spécifique l'objectif de cette réunion, parle entre autres de l'évaluation du plan d'action prioritaire PAP pour le premier semestre. Et parmi les résultats attendus, il y a notamment le plus grand, donc le développement des infrastructures en Afrique centrale. Des nouvelles manifestations ce matin à Goma, on l'a suivi dans ce journal pour exiger les départs de la MONUSCO, vous signale actualité.cd. Pas un seul jour sans parler de l'insécurité dans l'Est de la RDC, malheureusement, Christopher. Cette fois-ci, c'est sur initiative des mouvements citoyens entamés depuis samedi. Vous l'avez mentionné dans votre journal, une précision de taille par les femmes pour décrier la complicité de la communauté internationale dans la sécurité qui gangrène l'Est du pays. La police a tenté de disperser la population, notamment devant la base logistique de la MONUSCO. À lire également sur le même site qui est revenu d'ailleurs sur le passage du président du Sénat à Goma. Vous le savez, récemment, Bathilou Kwebo a dénoncé lui aussi l'inefficacité de la mission onusienne 20 ans après, sans résultat concret sur le terrain. Grave incendie sur le boulevard du 30 juin, un sujet qui a également retenu votre attention. Et c'est l'immeuble abritant l'ex-Onatra qui a pris feu, un feu très violent, explique ici les témoins sur place cités par Okapi.net aux heures du matin dans sa partie supérieure. Des dégâts matériels importants ont été signalés par la délégation syndicale qui responsabilise le gouvernement, renchérit ici Média Congo. La priorité pour l'instant, Christopher, est d'établir les causes de l'incendie car ce sinistre arrive au moment où les agents plaident une créance de plus de 207 millions bloquée par le ministère des Finances et au président du syndicat joint par le même site de s'interroger comment une si grande entreprise peut-elle manquer un seul engin d'anti-incendie. C'est vraiment malheureux, évidemment. On va finir avec ce sujet en international. Emmanuel Macron est au Cameroun. Titre repris également ce lundi par plusieurs journaux. Le président français tente de relancer les liens entre les deux pays, affiche à sa une RFI.fr d'abord et surtout sur le plan économique parce que ces liens ont tendance à s'effilocher. La France renchérit le site perdant du terrain depuis plusieurs décennies au profit de la Chine mais aussi de l'Inde. Les exportations camerounaises vers la France diminuent régulièrement et les importations, elles, stagnent. Paris n'est plus le premier partenaire commercial du Cameroun, fait savoir le site. Ce titre revient désormais à la Chine. La perte d'influence économique de Paris se mesure également à l'aune de la concurrence indienne et turque de plus en plus vive. Et c'est ce que Emmanuel Macron tente de relancer à travers cette visite. Voilà tout, Christopher, pour la revue de ce lundi. Merci beaucoup, Amina Bayombo, pour tous ces titres. On a bel et bien fait le tour. C'était avec plaisir. Ce journal est cette fois terminé complètement. Merci de votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique qui a contribué à sa réussite. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.